invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazichir est à nos côtés, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bertrand Puif nous accompagne, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et François Cabot avec nous, l'économiste senior zone euro chez AXA IM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Commençons par cette première salve de tarifs annoncée par Donald Trump qui doivent entrer en application demain, je crois. François, il y a donc encore un peu d'espace pour négocier. C'est exactement cet espace qui a été utilisé par Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, qui vient d'obtenir, au moment où on se parle, un report ou une suspension d'un mois des 25% de tarifs additionnels qui devaient concerner les produits mexicains importés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut retirer des annonces de Donald Trump ? Alors, j'allais dire, au-delà de ce que ça peut coûter en termes d'inflation, de croissance, etc., je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les calculs, mais le fait que Donald Trump choisisse quand même de passer à l'action, pour quelle motivation ? Pourquoi le Canada et le Mexique notamment ? La Chine, on comprend peut-être un peu mieux. Et encore une fois, après l'exemple colombien, l'exemple mexicain qui a une place et un espace quand même pour une négociation qui peut aller très vite d'ailleurs avec Donald Trump. Alors oui, effectivement, très clairement, Donald Trump a décidé de frapper fort en premier. C'est en contraste par rapport à ce qu'on avait vu en 2018. C'est quasiment un triplement des tarifs douaniers qu'on a eu par rapport à, si on place la référence à ce qu'il a fait dans son premier mandat. Donc là-dessus, il délivre, en tout cas de manière relativement rapide et forte, ce qu'il avait promis, ce qu'il avait largement laissé entendre. Et puis, peut-être une petite surprise malgré tout, c'est qu'il tape les partenaires commerciaux privilégiés et un peu moins la Chine et surtout pas vraiment l'Europe, alors que c'était un peu le schéma inverse qu'on avait eu précédemment dans son premier mandat. Donc là-dessus, effectivement, se rendre bien compte à l'évidence que celui-ci est évidemment prêt à passer à l'acte et peut-être ceux avec lesquels il est le plus près. Donc là-dessus, ça ne veut pas du tout dire que l'Europe est hors d'affaires et ne sera pas touchée, mais c'est quand même une relative surprise de se dire que les pays avec lesquels il a un accord de libre-échange, ce sont ceux effectivement. Et donc du coup, avec qui il avait renégocié ce même accord de libre-échange en 2020, c'est ça. Il avait obtenu une renégociation du NAFTA à l'époque. Exactement, se retrouve en première ligne et à la fois, au-delà de l'aspect symbolique, il faut quand même se dire que les accords de libre-échange sont là pour justement avoir une imbrication extrême des processus industriels, vente-revente de différents produits intermédiaires, et je pense là implicitement au secteur automobile, qui a lieu, et donc du coup un impact quelque part aussi démultiplié d'un point de vue quantité, au-delà de l'aspect prix évidemment qui est assez clair. Donc là-dessus, à voir effectivement sur la suite des événements, et là... quel est le rationnel pour vous ? Vous l'évoquez effectivement sur le pourquoi, c'était a priori plutôt l'aspect souveraineté nationale, urgence vis-à-vis du fentanyl et vis-à-vis de l'entrée illégale de migrants aux États-Unis, sur lesquels évidemment les pays voisins proches avec lesquels ils partagent une frontière sont de facto en première ligne, et ce qui expliquerait que l'Europe ne soit pour l'instant pas sous le joug de pression imminente. Ce sont des décrets qu'il prend sur l'argument et la justification d'une urgence nationale, c'est ça, François ? Et donc il ne peut pas utiliser non plus tous les arguments derrière cette urgence nationale. Voilà, exactement. Et donc du coup, sous ce sous-jacent légal-là, l'Europe n'est pas, entre guillemets, éligible à cette histoire-là. Par contre, l'Europe pourrait être éligible, effectivement, à la suite du rapport du Trésor qui doit sortir début avril, qui doit éclairer effectivement les faiblesses et les vulnérabilités économiques, pour le coup, des États-Unis vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Et là, effectivement, l'Europe pourrait être touchée également. Donc, il y a quand même une différenciation qui choisit quelque part ceux qui sont touchés, mais qui n'exclut en rien, vis-à-vis des différents sous-jacents légaux qui peuvent être mis en lumière, que d'autres pays soient plus touchés, y compris l'Europe au printemps. Le plus, je suis un partenaire commercial important avec les États-Unis, c'est le cas du Mexique, avec des chaînes de valeur particulièrement imbriquées. Je regardais à nouveau, mais certaines données montrent qu'une composante ou une pièce automobile qu'on retrouve assemblée dans une voiture made in USA peut traverser plus de 12 fois parfois la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Autant vous montrer le niveau d'intégration qu'il peut y avoir entre ces deux pays sur une filière comme l'automobile. Le plus je suis imbriqué avec les États-Unis, le plus vite je peux négocier et obtenir une pause, une suspension, un report, un adoucissement des tarifs douaniers de Donald Trump ?
Alors, en tout cas, la porte est ouverte et elle a été, entre guillemets, relativement positivement franchie par la présidente mexicaine, vous l'évoquiez. Très clairement, il y a un sujet sur le sous-jacent de l'urgence nationale sur lequel Donald Trump cherche effectivement à limiter l'illégal de migrants et sur le fentanyl. Après, il y a quand même un pragmatisme qui est le sien et on le voit bien que le tarif ne sont pas une fin en soi, mais est un moyen pour d'autres fins. Et il y a la moyen pour d'autres fins qui sont multiples, comme on le sait, avec différents ordres d'agenda, y compris d'un point de vue sécurité, d'un point de vue de relations internationales qui est à son actif. Et donc là-dessus, on ne peut que effectivement être dans l'attente de discussions qui continuent. Et également, malgré tout, garder en tête que, en tout cas, ça a été relativement explicite dans sa stratégie, que malgré tout, les tarifs sont un élément clé de sa capacité à financer son programme économique. Donc oui, on cherche à faire quelque part du business et à être transactionnel dans cet élément-là, mais également à financer ce qu'il pourrait faire comme baisse d'imposition et éventuellement réduire sa charge de la dette. Donc, nouveau par rapport à la guerre commerciale numéro 1 2018-2019, là Trump veut inscrire effectivement ces tarifs comme une ressource pour l'État fédéral. Donc il y a bien l'idée quand même qu'il faudra mettre des tarifs pour alimenter, alors c'est le service extérieur des revenus, c'est ça, le IRS, à côté de l'IRS. Claudia Sheinbaum qui a eu de cesse d'expliquer à Donald Trump ces derniers temps que depuis qu'elle était arrivée au pouvoir au Mexique, il n'y avait plus ces cohortes de migrants et elle vient d'annoncer le renforcement des troupes mexicaines à la frontière pour question de sécurisation évidemment du passage et de la frontière. Les premiers enseignements, alors à la fois des annonces de Trump et de la contre-réaction, de la réaction d'un pays comme le Mexique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertrand ? Alors, peut-être pour revenir sur l'Europe, je rappellerai en fait que Trump ne reconnaît pas l'Union européenne. Donc il ne veut pas discuter avec eux, il veut avoir des relations bilatérales. À partir de là, il y a des pays qui nous semblent plutôt protégés, contrairement au premier mandat, comme par exemple l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne achète du gaz, donc maintenant américain. Avant, c'était du gaz russe, donc ça posait un problème. Plus qu'à l'époque du premier mandat de Donald Trump. Exactement. Plus beaucoup de sociétés allemandes ont transféré. Alors, on a tous en tête Linde, qui a transféré à la fois ses actifs de production et son siège social, mais également Bayer et d'autres qui ont des plans d'investissement significatifs aux États-Unis. Donc, on pense que l'Allemagne et l'industrie automobile allemande est quand même dans un état assez catastrophique, et ça ne va pas s'améliorer avec ce qui se passe en Chine, qui sont, quelle que soit d'ailleurs la conjoncture chinoise, c'est une vraie volonté de faire en sorte que ces constructeurs quittent le marché et que les constructeurs locaux les remplacent. Donc là, plutôt une négociation facile, vous voyez, avec l'Allemagne. C'est pas un problème. Par contre, le Danemark, on a vu que c'était très compliqué. Parce que là, il y a Novo Nordisk qui est le concurrent de Eli Lilly. L'obésité, ça devient un marché qui est quand même énorme aux États-Unis, avec une pression des sociétés d'assurance américaines sur le gouvernement américain, puisque ça devient une partie importante maintenant des remboursements. Et effectivement, Novo Nordisk n'est pas, comme son nom l'indique, américain. Et puis, donc derrière le Groenland, c'est Novo Nordisk qui compte, quoi. Exactement. On regarde effectivement les plusieurs bandes. Il y a cette bande en fait du Groenland qui, je le rappelle, renferme 20% des réserves mondiales de terres rares. Et également des réserves d'eau potable qui sont assez significatives. Donc il y a énormément de matières premières. D'ailleurs, Jeff Bezos l'a bien compris, puisque on ne savait pas pourquoi, il y a 12 mois, il a créé une société d'exploration qui a commencé à regarder un petit peu autour et qui maintenant, s'il a peut-être l'autorisation d'aller forer dans les eaux du Groenland. Bon, tout ça pour dire que sur l'Europe, effectivement, c'est vraiment au cas par cas. Et on pense que l'Europe ne sera pas punie de manière unilatérale, comme ça avait pu être le cas lors du premier mandat. Sur la Chine, on a vu à quel point il y a du pragmatisme, puisqu'on parlait encore de 60% il y a quelques mois. On est à 10, et donc sur le Canada, c'est vrai que c'est un point d'interrogation, puisque les Canadiens, au lieu d'être dans le pragmatisme et de revenir un peu aux bases de Trump, qui est de crier d'abord et ensuite de négocier, le prennent très mal apparemment, et donc sont en train eux-mêmes de mettre en place des mesures de rétorsion. Alors, il y aura des contre-mesures. On faisait les calculs avec notre économiste. Il y a un petit sujet politique domestique aussi au Canada, derrière Justin Trudeau. 2,5 points de croissance de PIB, là. Ça va être assez massif. Donc, ça peut les emmener proche de la récession. Voilà, je ne sais pas à quel point ils ont envie de se tirer une balle dans le pied, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les tarifs entrent en vigueur demain matin. Donc
On va voir ce qui se passe dans la nuit. Ce serait quand même pas étonnant qu'il y ait quand même un retour en arrière des Canadiens. Après, point intéressant, donc... on a exempté les hydrocarbures canadiennes avec un simple tarif additionnel de 10%. Non, mais c'est important parce qu'on sait que les raffineries américaines ne sont pas dimensionnées pour traiter le light crude du Texas ou du sol américain et qu'ils ont besoin d'importer ce pétrole lourd depuis le Canada pour s'approvisionner en produits distillés derrière. Donc il y a quand même, là aussi, sur un enjeu spécifique, Trump est capable voilà, à part s'il veut d'être fin. Du Venezuela, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà. Donc, on va voir, mais c'est vrai que ça crée évidemment de la volatilité. Après, il y a eu une courbe d'apprentissage, entre guillemets, lors du premier mandat de Trump. Donc, on a de la volatilité, mais quand même un peu moins que ce qu'on avait au départ. Et on s'attend à ce type de revirement. En tout cas, les investisseurs s'y attendent. Et on a vu qu'il n'y a pas eu vraiment de panique. Il y a des titres qui ont ouvert effectivement en baisse. Mais il n'y a pas eu une panique derrière. On a eu des titres automobiles à moins 20. Parce que si on faisait le calcul sur certains titres automobiles, ils perdaient entre 15 et 20% de leur profit, compte tenu du renchérissement des chaînes de valeur. Puis les devises absorbent. Tout de suite, alors l'euro c'était un peu réapprécié, mais tout de suite on voit qu'on refait le chemin inverse pour absorber la perspective de tarifs sur l'Europe. Enfin bon, tout va très vite et c'est vrai que cette histoire de tarifs, ça se trouve dans 15 jours sera réglée. Donc voilà, et on passera à autre chose. Il y aura d'autres tensions évidemment, peut-être des tensions géopolitiques, on en parlera tout à l'heure avec ce qui peut se passer dans le Golfe et en Ukraine. Mais voilà, pour l'instant, l'Europe est à peu près épargnée et c'est notre scénario. Bon. Gilles, Trump, le pragmatique qui restera business-friendly, a commencé par rester business-friendly, ou le Trump, je sais pas, un peu plus dogmatique peut-être, ou en tout cas sur une ligne plus dure, qui a besoin des tarifs pour alimenter en ressources l'État fédéral, et qui prévenait sur ses réseaux sociaux avant l'annonce des tarifs que oui, il y aurait peut-être de la douleur, y compris pour les Américains, à payer, mais que le prix en vaudrait la chandelle. C'est son deuxième mandat, théoriquement le dernier, même si on a déjà un zélateur au Congrès qui a proposé d'ouvrir un troisième mandat et de changer la Constitution, ce qui sera difficile compte tenu des règles de majorité pour ce faire. Mais c'est son dernier mandat normalement, donc il est possible qu'il soit un tout petit peu moins canalisé et cadré que lors de son premier mandat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est que l'incertitude, les marchés n'aiment pas, les entreprises n'aiment pas, en particulier les entreprises mondialisées. Et un petit point complémentaire par rapport à ce qui a été dit, les tarifs supplémentaires sur le Mexique et sur le Canada, ça n'impacte pas seulement les entreprises mexicaines et les entreprises canadiennes. Bien évidemment, il y a une stratégie des Européens, des Asiatiques, pour pénétrer le marché américain à partir de plateformes, notamment mexicaines. Mais si le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis aujourd'hui, c'est bien parce que d'autres pays se servent du Mexique pour alimenter le marché américain. Et après, quand il s'agit d'apprécier en effet finement ce qui est réellement produit et la valeur ajoutée de ce qui est produit ici et là, honnêtement, c'est quand même un casse-tête. Et il est probable que des entreprises orientées profit joue un petit peu avec tout cela et voilà, donc et on commence d'ailleurs à en entendre parler en Allemagne, mais sur un autre sujet, sur une entreprise allemande non citée encore dans le domaine de la métallurgie qui aurait importé de l'acier d'Inde en provenance d'Inde qui n'aurait pas été soumis aux barrières douanières récentes mise en place par l'Europe. L'Europe aussi s'est fait contre l'acier indien. Voilà. D'accord. Ok. Oui. Donc en fait, tout ça, on voit bien que dans des chaînes de valeur et d'approvisionnement qui sont complètement mondialisées, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué et ça a des réverbérations mondiales au-delà de ces des deux pays que vous mentionniez clairement. Voilà, donc il est légitime que l'automobile soit malheureusement impactée. Et en effet, c'est pas un beau moment pour l'automobile européenne, vraiment pas un bon moment. Et il y a un autre secteur qui est également très mondialisé, avec
avec des supply chains complètement internationales, c'est les semi-conducteurs. Et ça, c'est très compliqué. Par ailleurs, DeepSeek a amené aussi également une forme de rappel au global. Et on pourra peut-être en parler après. Nous, on est assez réservés prudent sur les semi-conducteurs dans les circonstances actuelles. Oui. Ouais. Même ceux qui sont exposés au thème de l'IA. Oui, et peut-être en particulier d'ailleurs avec le sujet de DeepSeek. Chaque acteur des semis est positionné sur des endroits différents de la chaîne, et on a vu un ST Micro sur l'industrie, sur l'auto, a déjà beaucoup plus de mal depuis longtemps qu'un Nvidia qui arrive encore à s'en sortir, même si depuis une semaine, 10 jours, c'est un peu moins flagrant. Donc la grande question pour les économistes, est-ce que tout ça, et je reviens au tarif de Trump, si on extrapole un peu l'idée de ces tarifs, sans spéculer trop loin non plus, François, est-ce que c'est inflationniste ou récessionniste ? Sûrement les deux. Ouais. Oui et oui, monsieur. Oui, non, effectivement. Alors, peut-être le micro à part avant, c'est est-ce que les États-Unis en avaient besoin d'un point de vue inflationniste ? Ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir un peu avec sourire quelque part avec le meeting de la Fed de la semaine dernière. On se rendait bien compte déjà que voilà, la machine, le bateau est bien lancé d'un point de vue de croissance. On sent que les risques sur l'inflation sur le mandat en tout cas est bien équilibré. Donc, il pourrait presque ouvrir la Fed à monter les taux presque, ce qui est assez qu'on se positionne il y a à peine de quelques semaines, c'est quand même déjà relativement étonnant. Mais bon, très clairement, sur la question inflationniste, c'est quand même notamment vis-à-vis de la vitesse et de la magnitude des tarifs. C'est un point. Alors, j'intègre le Mexique dans mes calculs, parce que les calculs ont été faits avant que le Mexique. Mais c'est 1,3 trillion de dollars d'importations américaines qui sont taxées. C'est 44% du total des importations américaines. Ça correspond à peu près à 5% du PIB. Et ça montre le tarif douanier moyen qui est appliqué par les États-Unis sur leurs importations à un peu plus de 10% quand il était auparavant de 3%. Ça montre bien sur 2-3 pays ciblés qu'on peut, voilà, comme vous le disiez, tripler le tarif moyen Absolument. des droits de douane. Vu la vitesse à laquelle on va et la magnitude qui est en jeu, effectivement, on peut avoir relativement rapidement un impact si effectivement ces tarifs arrivent en œuvre, et donc dès lors avoir une forme de dérapage, en tout cas de réaccélération de l'inflation qui n'en avait certainement pas besoin. Ça peut se voir vite dans des chiffres de CPI aux États-Unis. Oui, très certainement. À partir du moment où la chaîne de valeur est affectée et que les prix sont passés là-dessus, modulo l'aspect, c'est peut-être moins pour l'aspect tarif actuel, parce qu'on sait que les ports américains regorgent de stock et il y a peut-être une capacité d'absorption vis-à-vis du commerce mondial qui est un peu plus grande que celle qu'on aurait pu craindre avant. Mais là, on est sur des pays frontaliers. A priori, le canal de transmission va être relativement rapide. Donc très clairement, pour reformuler votre phrase, je ne comprends pas comment est-ce que les marchés peuvent encore avoir 40 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Donc là-dessus, alors peut-être décembre parce qu'il y en a une en gros en juillet, une en fin d'année. Donc est-ce qu'on se dit que ça va tellement vite qu'on fait un full circle et qu'on arrive dans un scénario très compliqué de croissance à la fin de l'année ? Et que ça devient vite récessionniste. Et ça devient vite récessionniste. Donc pourquoi pas à la fin de l'année ? Mais en tout cas, la baisse de taux qui était initialement sur T1, T2 et là qui est en juillet, elle paraît très compliquée. Donc nous, très clairement, on avait une baisse de taux encore depuis le mois de décembre en mars, on l'a enlevé et on est ravis de ne plus l'avoir et puis d'en avoir 4 l'année prochaine effectivement. Donc là-dessus, avec un effet qui modulo la vitesse qu'on va découvrir au fur et à mesure des données, se rendre compte à quel point la Fed va devoir prendre des décisions. Mais ça veut dire que vous anticipez après l'effet boom inflationniste, il y aura un retour sur la croissance qui sera négatif et qui se traduira par une Fed en capacité de baisser encore ses taux en 2026. Hein, c'est ça, c'est l'intervalle de temps, effectivement. Donc on était initialement sur un scénario de croissance autour de 2,5 en 25 et 1,5 en 26, donc avec une baisse de taux en 25 et 4 en 2026. Et on s'est dit, là très clairement en mars, elle n'existe plus. Par contre, ça ne fait que renforcer l'idée qu'il peut y en avoir plus, effectivement, en 26 de ce côté-là, en tout cas pour les États-Unis. Bon, si le marché américain de consommation américain est plus fermé, moins ouvert, comment est-ce que des pays très exportateurs, alors on citait l'Allemagne, mais d'autres, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent, quoi ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est c'est compliqué, hein. C'est très certainement Alors les entreprises prennent sur les marges pour continuer d'exporter au même tarif que précédemment. On trouve d'autres débouchés.
je pense à une réaction de court terme qui va être en fonction du produit auquel on parle, est-ce que la demande est plus ou moins élastique ou pas. Donc très clairement, si on parle du secteur automobile aujourd'hui, on est sur un secteur qui est en compression énorme et qui est subi de larges secousses. Donc dès lors, ça va être très compliqué d'aller passer dans les marges. Pour d'autres, peut-être un peu moins. On parlait du semi-conducteur sur certaines parties du marché, ça peut être un peu plus aisé. Maintenant, très clairement, ça va être repenser à court terme des histoires stratégiques qu'on a vues, notamment pendant le Covid, à très large échelle, de repenser les chaînes de valeur. Mais ça va prendre du temps. Ouais. Donc là-dessus, c'est clair que les performances économiques, et on l'évoquait d'un point de vue de croissance aux États-Unis, sont nettement détériorées. En tout cas, nous, c'est notre anticipation pour 2026. Et puis, pour nos voisins, nous, Européens, très clairement, c'est une histoire qui a un nouveau nuage supplémentaire sur une croissance qui est déjà morose en berne pour nous. Oui. Comment vous voyez les impacts pour les entreprises, pour les secteurs? Quelles sont les stratégies d'entreprise qui peuvent être modifiées par rapport à ça? Il faut un peu de visibilité aussi, j'imagine, parce que voilà, on le voit, il faut que les tarifs durent pour qu'on change des chaînes de valeur. C'est-à-dire que si les tarifs sont annulés au bout d'un jour, 2 jours, une semaine ou un mois, évidemment que l'entreprise n'a pas d'intérêt à modifier toutes ces chaînes de valeur. Il y a un élément qu'il faut prendre aussi en compte, c'est le coussin amortisseur du dollar. C'est-à-dire que tant que le dollar monte, effectivement, l'impact est un peu moindre. La question, c'est jusqu'où, effectivement, l'administration Trump va souhaiter que le dollar aille. Avant de soit le faire baisser, soit effectivement de rentrer dans la négociation. On sait que Trump veut le dollar fort entrave la compétitivité des entreprises américaines. Donc la question, c'est de savoir où est-ce que se situe le niveau que Trump et son administration considèrent comme étant optimal. On considère, nous, on doit quand même s'en rapprocher avec les niveaux qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est qu'effectivement, ils veulent inciter les entreprises à investir aux États-Unis pour pouvoir justement bypasser ces droits de douane, sachant que le climat business, n'a jamais été aussi positif. On a un prix du gaz qui est visible, qui est peu volatile, qui est faible aux États-Unis, contrairement dans beaucoup d'autres parties du monde. Donc ça, pour des industriels, c'est extrêmement important. La législation, elle va être considérablement, on a vu tout ce qui est au cœur de la campagne, l'histoire de la régulation, donc faire en sorte qu'elle soit moins contraignante pour les sociétés, donc ça c'est positif. Et puis la cerise sur le gâteau serait éventuellement baisser, mais le niveau est déjà bas, c'est vrai, le taux d'impôt sur les sociétés. Donc les États-Unis deviennent très attractifs. Si en plus on a un marché domestique qui est capable d'absorber une grande partie de la production de l'usine qu'on construit, objectivement, on ne voit pas pourquoi on n'irait pas. Ça veut dire qu'il y a des entreprises dans le monde qui vont trouver plus d'incitations qu'elles n'en ont trouvé à l'époque du premier mandat de Donald Trump pour y aller cette fois. Tout à fait, oui. Donc ça, Donc il faut vraiment analyser les sociétés qui ont la capacité de le faire, ensuite la volonté de le faire, et combien de temps ça va mettre aussi. Parce que c'est quand même des process, des fois, pour des usines qui peuvent durer plusieurs années. Et puis on ne sait pas si effectivement Trump va faire un troisième mandat. S'il ne le fait pas et qu'on a un démocrate qui revient sur une grosse partie de ce qui a été mis en place, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc après, je voudrais aussi souligner que le PMI aux États-Unis, pour la première fois, vient de passer au-dessus de 50. L'ISM manufacturier, exactement. Donc on est sur quelque chose aussi où il est en train de redonner de la confiance aussi aux acteurs. On l'a vu dans les enquêtes. Voilà, donc Donc c'est quand même un environnement qui se met en place aux États-Unis pour attirer vraiment les capitaux. Vous évoquiez la dimension géopolitique. Qu'est-ce que vous attendez de Trump, ou qu'est-ce qu'il va falloir surveiller de Donald Trump dans ses premiers jours d'exercice, ses premières semaines d'exercice du pouvoir sur la scène internationale? Vous avez cité le Golfe, vous avez cité évidemment le conflit russo-ukrainien, qui est normalement un objectif pour Trump. Voilà, c'est un objectif pour Trump et pour les entreprises américaines, si on veut vraiment être très pragmatique, puisque dans le cadre d'un cessez-le-feu, il est évident que les entreprises, alors évidemment européennes, mais américaines dans une très large mesure, bénéficieront des plans de reconstruction. C'était assez évident. Donc il y a un élément important là-dessus. Après, c'est plus compliqué, effectivement. Il y a apparemment des transactions qui ont déjà, des tractations qui ont eu lieu, qui n'ont pas vraiment abouti. Donc, on va voir dans les prochaines semaines. Moi, je ne crois pas du tout, nous ne croyons pas du tout chez Fidelity au scénario où, d'un jour à l'autre, après la signature d'un cessez-le-feu, le gaz russe va revenir inonder le marché. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Américains veulent continuer à nous approvisionner. C'est une question qui peut se poser du point de vue européen. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on rachète ou pas du pétrole
pétrole et si du gaz c'était russe. le cas, il faudrait le racheter via des tankers parce que les infrastructures sont compliquées. Aujourd'hui, elles sont en très grande partie endommagées. Ouais. Donc, ça mettrait des années de reconstruction. Donc, admettant qu'en plus, les Ukrainiens souhaitent réouvrir les vannes par rapport au passage donc, des pipelines. Donc pas tant d'amélioration à attendre sur le coût de l'énergie et le coût de l'énergie pour l'Europe. Pour nous, il va rester significativement élevé. Et encore une fois, c'est pas la théorie du complot, mais ça arrange bien les Américains parce que ça permet aux entreprises industrielles, les peu qui restent en Europe, de se délocaliser aux États-Unis. Donc ça ne bougera pas de notre point de vue. L'autre conflit qui est intéressant et qui peut amener aussi les prix de l'énergie à la hausse, c'est la reprise du conflit donc, entre Israël et la Palestine. On sait que le cessez-le-feu est un petit peu hypocrite et qu'il y a des armes que Biden refusait de livrer aux Israéliens qui ont été, ça faisait partie des décrets du premier jour d'investiture, ont été envoyés et sont en train d'être réceptionnés par les Israéliens. On se doute qu'ils vont à un moment donné essayer de les utiliser. Donc pour avoir un réembrasement en fait, de cette partie-là, avec évidemment derrière... Donc c'est quoi, l'Iran, c'est ça? Exactement. L'Iran, la refermeture du passage du canal de Suez, puisqu'aujourd'hui, il est officiellement réouvert, puisque les Houthis ont déclaré qu'ils faisaient aussi donc, un cessez-le-feu, mais il y a très peu de bateaux, bateaux qui vont. Parce que c'est plus une route qui est tellement empruntée. Oui, ça je confirme. Oui. Un nouvel ordre d'assurer ou assure des niveaux qui sont dissuasifs. Donc, voilà, et on voit qu'il y a des tensions à nouveau sur les tankers de pétrole notamment, puisque sur les 15 derniers jours, les taux de fret journaliers ont doublé. Voilà. Bon, ils les avaient baissés fortement, c'est vrai, à la fin de l'année dernière, sur le fait que cesser le feu potentiel en Ukraine et puis cesser le feu de facto en Palestine. Mais là, ils sont en train de repartir. Donc il y a quelque chose qui est anticipé quand même et qui pourrait pousser les prix de l'énergie et du fret à nouveau à la hausse, avec un facteur de tension à nouveau sur l'inflation qu'il faudra regarder et qui pourrait, on est tout à fait d'accord, amener les États-Unis à un moment donné sur des risques de récession. Donc il faut avoir ça en tête. Stagflation, voire pire. Une inflation qui pourrait repartir un peu, une croissance qui s'amoindrirait. Effectivement, ça nous met un petit schéma de stagflation transitoire, en tout cas pour le marché américain. Force et faiblesse justement des indices actions, des indices boursiers américains. Là, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à travers notamment les ratings d'equity GPS, Gilles, et une semaine après le choc DeepSeek, ou en tout cas l'idée que il y aura peut-être d'autres IA que celles développées par les anglo-saxons et qui seront au moins tout aussi performantes et pourquoi pas moins chères. Tout à fait. Alors au global, on a autour de 1 sur 10, 1,5 sur 10 sur les marchés américains. Donc c'est faible. Par contre, notre autre indicateur de sentiment de marché, lui, reste boule. À force est de constater que les actions américaines sont recherchées par les investisseurs du monde entier, quelque part. Donc c'est une situation un petit peu, je dirais, un peu d'attente au global. Par contre, si on regarde en dessous, sous les indices, là, on a l'impression qu'il serait légitime d'avoir des rotations sectorielles assez fortes. De quel ordre ? La tech, mais surtout le matériel tech, donc et les semi-conducteurs, qui ont eu une évolution très favorable jusqu'à il y a 1 an et demi. En moyenne non pondérée des capis boursières, il y a eu une évolution latérale depuis 1 an et demi. Si on intègre toutes les valeurs du secteur, et bien sûr, on a eu des performances particulièrement vives sur les secteurs liés à l'information artificielle ou l'intelligence artificielle. Moi, je préfère utiliser le terme d'information artificielle qui permet de mieux comprendre ce que c'est, ce qui se passe. Et c'est fondé d'ailleurs sur une forme de différence entre l'anglais pour intelligence et le français. Je suis d'accord. C'est vrai que le terme intelligence en anglais n'a pas tout à fait le même sens. Mais je crois que malheureusement, on continuera d'appeler ça l'intelligence artificielle. Gilles, ne vous en déplaise. Non, mais évidemment, il s'agit pas de réimposer quelque chose, mais bien de comprendre de ce qu'on parle. De ce dont on parle. Voilà, donc, alors il est certain que si le prix si le prix baisse fortement pour créer des moteurs des Very Large Language Models, il est clair que beaucoup d'entreprises, cette fois dans le domaine du software,
utiliseront cette baisse de prix pour en effet déployer encore plus rapidement et maximiser leur marge relativement rapidement. Hein. Donc c'est pas un petit phénomène. Ah non, ça peut être énorme et si alors il est clair que les Occidentaux auront du mal à utiliser une entreprise japonaise pour des tas de raisons liées à l'aspiration de l'information et de la part des autorités japonaises, des autorités chinoises, impossible de ce fait. Mais si la voie est ouverte vers de la production de langage modèle beaucoup moins cher et peut-être un tout petit peu moins efficace, mais si vous faites 95% de l'efficacité pour 100 ou 1000 fois moins cher, il est clair que ça risque d'impacter assez sensiblement les valeurs qui ont le plus monté en la matière récemment. Bertrand, sur DeepSeek, effectivement, est-ce que ça peut être alors déjà un moment important dans l'histoire de l'IA et du cycle des semi-conducteurs. Octobre 22, c'est ChatGPT qui arrive. Là, c'est le début de quelque chose de fantastique pour une Nvidia en l'occurrence. Est-ce que le lundi 27 janvier ou le 20 ou le 21 janvier, je crois que c'est le jour auquel a été publié les résultats de DeepSeek, est-ce que ça marque une date de quelque chose pour le marché? Oui, c'est l'arrivée de la concurrence et on a vécu la même chose pour l'Internet avec Cisco. Cisco, si on se souvient, dans les années 90, a eu un parcours exceptionnel. En 1999, c'était la plus grosse capitalisation boursière mondiale et c'était un peu la même histoire, les pelles et les pioches pour l'Internet, ce qu'NVIDIA est pour l'information artificielle. Je retiens et je vais réutiliser. Ah oui, vous avez déjà fait un adaptateur. C'est tout à fait c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé derrière, c'est que les gens considéraient, donnaient effectivement un avantage, first mover advantage à Cisco dans sa valorisation, ce qui était le cas sur Nvidia. Et puis à un moment donné, il y a ce qui est normal dans un cycle d'équipement télécom ou de semi-conducteurs, la concurrence qui arrive, qui va d'ailleurs permettre une accélération de la diffusion de l'information artificielle dans l'économie. Et ça, c'est un point positif aussi, parce qu'il faut mettre ça un petit peu on va dire en perspective. C'est-à-dire qu'on a un PIB mondial qui a été tiré sur les dernières décennies par un taux de natalité, une fertilité qui était encore correcte. Mais la décennie qui vient, on a un effondrement de la fertilité. La Chine est dans sa transition démographique. L'Inde tire encore un peu pour peut-être une décennie, mais après, ce sera la même chose. Donc, on va rentrer dans une période où, en fait, cette composante de la croissance du PIB ne va plus jouer vraiment le rôle qu'il a joué sur les 50 dernières années. Enfin, à côté de ça, pour contrebalancer, sachant que, on a toujours le recours à la dette, mais il y a beaucoup d'États qui sont quand même un peu à la limite. Donc, l'autre élément fondamental, c'est la productivité. Donc, c'est là où cette nouvelle, elle est plutôt positive d'un point de vue long terme pour l'économie mondiale, qu'on ait effectivement ces chocs. Mais alors après, effectivement, pour les gens qui sont investis dans Nvidia, ça fait un peu plus mal. Et encore une fois, si on fait le parallèle avec Cisco, c'est que le début. Le cours de Cisco a été divisé par 7 en 12 mois, en 2000. Donc voilà, c'était une crise plus globale d'Internet. Oui, etc. l'histoire peut se répéter, mais ne ce que rime je veux pas dire, toujours. Il n'y a pas qu'un DeepSeek. Il y a d'autres. Ah, mais bien sûr, Baba a déjà sorti. Oui. Voilà. Non, mais Nvidia va se défendre aussi. C'est l'emblème. Nvidia va se défendre aussi. Cisco est toujours une société aujourd'hui. Mais voilà, c'est-à-dire que le marché avait beaucoup anticipé. On le voyait dans les valorisations. Maintenant, on revient à quelque chose de plus fondamental. Mais encore une fois, ça va permettre la diffusion dans l'économie et des sociétés industrielles vont pouvoir, dans quelques années, utiliser cette information artificielle pour faire des gains de productivité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On verra si c'est un choc mondial historique de productivité, comme le laissait entendre Olivier Blanchard sur Twitter. Il expliquait que c'était pour lui peut-être un choc historique de la productivité totale des facteurs avec DeepSeek. Alors, peut-être que dans l'histoire, il y a eu le moment où le premier homme a allumé le feu. Là, ça a été un choc de productivité évidemment énorme. On verra comment tout ça se diffuse, parce qu'aux États-Unis, c'est 10-15 ans d'investissement continu dans les logiciels qui conduisent aujourd'hui effectivement à un choc de croissance de la productivité qu'on n'observe pas du tout en Europe. On a accès aux mêmes logiciels que les Américains, sauf que chez nous, ça se diffuse moins. Tout ça reste assez déflationniste si on regarde ça du point de vue des politiques monétaires, François. Non, mais blague à part, DeepSeek, on peut le mettre dans la colonne facteurs désinflationnistes mondiaux, quoi. Oui. Alors effectivement, c'est pro-croissance et effectivement plutôt des inflationnistes, effectivement. Donc là-dessus, il y
y a une dynamique sur laquelle il faut c'est une lame de fond, si vous voulez, sur lesquelles se mettent toute la conjoncture, les tarifs. Et donc, du coup, je pense que malgré tout, à horizon 12-24 mois, on ne va pas y voir grand-chose. D'accord. Et je pense que l'horizon mentionné, les 30-50 ans, là, je pense, c'est au moins 10 ans. 50 ans, au moins 10 ans. En tout cas, dans les relais de croissance versus la natalité et la participation au travail, l'aspect productivité des facteurs sera peut-être relativement plus important. En tout cas, on ne peut que l'espérer d'un point de vue de rendement d'investisseur. Mais finalement, c'est vrai que pour l'Europe, qui est relativement en avance sur cette transition démographique et, comme vous l'évoquez, sur l'aspect technologique, productivité, fait relativement pâle figure. Ceci n'est qu'effectivement une compliqué d'aller générer de la croissance et donc du coup de l'inflation. Et donc c'est effectivement, on reste encore plus conforté dans notre avis de fin d'année dernière que la BCE va devoir couper ses taux en territoire accommodant et jusqu'à au moins 1,5 à la fin de l'année. Mais donc avant les effets pleins de DeepSeek dans 30-40 ans, vous dites dans les 12 mois qui viennent, la BCE va être confrontée à une ou des situations, en tout cas va trouver les arguments qui l'emmèneront à baisser les taux sous les 2%. C'est pas dans le discours aujourd'hui, mais ces arguments-là, ils vont arriver. Ah bah oui, le discours était assez un peu hors sol. Jeudi dernier, on est en pleine reprise, alors qu'on avait un PIB qui était à zéro, les conditions monétaires et financières demandées par les banques qui se contractent, avec moins de demandes de prêts de la part des banques aussi en attente. Et vous y croyez plus ? Vous croyez pas qu'en 25, la zone euro pourra faire un peu mieux en termes de croissance du PIB qu'en 24 ? Ça paraît déjà compliqué. On a fait 0,7, il y avait un consensus qui était autour de 1% à la fin d'année, on est aujourd'hui à 0,9 en tout cas en ce qui nous concerne. Donc est-ce qu'on peut faire un peu mieux ? Oui. Est-ce que c'est une reprise ? Est-ce que c'est une reprise ? Est-ce que c'est une reprise qui génère de l'inflation ? C'est ça qui est important. Et nous, notre point, c'est qu'on est toujours sur des niveaux de taux d'épargne anticipés plus haut que là où on est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que oui, vous avez un sous-jacent qui est bon et une reprise qui est dans les tuyaux. Par contre, est-ce qu'elle se matérialise vraiment dans les faits ? Et si on met en plus l'overlay incertitude qui n'est que croissante, en tout cas à très court terme, c'est compliqué de voir une vraie accélération. Et donc, du coup, avec un sentiment optimiste d'une BCE qui pourrait juste s'arrêter en territoire neutre comme elle le cherche d'ailleurs elle-même. Ouais, bon. À 1,50, c'est votre taux de dépôt que vous visez fin d'année, c'est ça ? Ouais. C'est stimulatoire, 1,50 pour la zone ça euro ? commence à l'être, ça commence à l'être ? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Il nous reste 2 minutes. Gilles, un mot alors, dans l'idée de la rotation sectorielle, là, quels sont les secteurs, les zones qui peuvent ressortir dans vos radars et dans vos GPS ? Oui, alors le secteur de la santé au global nous paraît receler beaucoup de valeurs intéressantes. On a une espérance de gain à 2 chiffres sur le secteur de la santé. Pas sur toutes les valeurs, mais sachant qu'il est sur la santé aux États-Unis. Il y a des labos, des biotech, des medtech, c'est riche. Pour citer une valeur, il y en a une qui a vraiment tout pour plaire selon nous, c'est Viva. Et c'est une boîte qui est dans la santé, mais qui fait de la tech. Oui. Des cloud-based. Oui, santé et tech sont vraiment en train de converger. Des processus chez ses clients, hôpitaux et autres. D'accord, donc c'est de l'efficacité, c'est de l'amélioration. Et puis de la qualité, parce que des chaînes d'hôpitaux, vous imaginez qu'il faut des processus qui soient rigoureux, au cordeau, dans un environnement concurrentiel. Il y a un autre secteur qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est l'or. Et les mines d'or, l'or monte alors que le dollar monte. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est un peu inhabituel. Quand on considère la hausse passée du Bitcoin, on peut considérer qu'il est possible qu'on continue d'avoir certains investisseurs qui considèrent qu'il sera difficile de faire se contracter les dettes publiques, se contracter les déficits publics. Oui. 3% de croissance potentielle en réduisant les déficits, c'est à un moment, ça peut être compliqué. Et qu'à la fin, le risque de débasage, un petit débasage, des devises fortes existe. Bertrand, pour conclure sur la logique d'investissement dans l'idée du stock picking, alors je ne sais pas où vous guide le stock picking aujourd'hui là. Alors il y a des secteurs qui sont vraiment pas chers, mais par exemple l'auto, nous on n'y va pas parce que européen en particulier, parce que
value trap pour nous. Ok. Ça va être pire avant de. C'est identifié comme un piège pour Il y a un l'instant. problème aussi avec les véhicules Ok. électriques. Enfin, bon, on ne va pas développer, mais c'est un gros souci là. Par contre, on pense que les matières premières, c'est un secteur qui a souffert pas mal et qui devrait rebondir sur effectivement, on parlait tout à l'heure de l'ISM, mais des indicateurs au niveau mondial, notamment aux États-Unis et en Chine. On attend le gros stimulus en Chine au mois de mars sans doute. Là-dessus, on devrait avoir sur ces annonces-là D'accord. un rebond qui peut être assez massif de ce secteur qui a été quand même très délaissé, que ce soit par exemple dans l'aluminium, dans le cuivre, tous ces éléments-là, même si on est conscient qu'effectivement la croissance chinoise va avoir de moins en moins ce contenu en matières premières, mais à court terme, on va quand même avoir un bout du restockage, une reprise de l'économie. Le reste, non, mais c'est ça qu'on a oublié. L'éléphant américain était tellement puissant en termes de croissance en 23 à 24 qu'on a oublié quand même qu'il y avait toute une partie du monde qui décélérait pendant ces années-là. Et cette partie-là du monde, elle peut-être aujourd'hui un peu réaccélérer. Voilà, notamment la Chine. Donc on pense que les matières premières peuvent être un moyen de jouer cela. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bertrand Puy, Fidelity, Gilles Bazissière, Equity GPS, François Cabot, AXA IM.